Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 concertos parmi les plus célèbres du répertoire. Et je vais vous présenter ces concertos du plus facile au plus difficile, sachant qu'aucun n'est vraiment complètement facile, mais disons que dans cette liste, parmi ces 10, du plus facile au plus difficile, sachant que c'est mon opinion personnelle. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, et si votre concerto préféré manque à cette liste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc on commence avec le premier concerto, qui est le concerto de Vivaldi en La mineur, que vous connaissez tous. Rien de difficile, techniquement. Musicalement, il faut quand même avoir quelque chose d'intéressant à présenter, sinon tout le monde va s'ennuyer, parce que c'est juste des notes répétées. Donc il faut vraiment le défendre musicalement, parce que si on fait que des notes 1, 1, 1, 1, sachant que ça répète, c'est pas très intéressant. Il faut vraiment une direction musicale. On connecte les phrases, et surtout articulation. Il faut vraiment avoir une richesse. C'est pas plat. C'est vraiment pam 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 pam, quelque chose de pétillant. Et en plus, dans la musique baroque, il n'y a pas vraiment de nuance. Ça a été rajouté dans certaines éditions, mais si on compare les éditions, c'est souvent très différent. Ce qui montre que Vivaldi n'avait pas indiqué qu'il voulait forte pour commencer. Peut-être qu'il voulait un mezzo forte ou... Je suis pas sûr pour celle-là en particulier, peut-être qu'il l'avait noté, mais disons qu'il y a peu d'indications au niveau métronomique déjà. Donc je pense que Vivaldi n'avait rien noté. Pareil pour les nuances, pareil pour les articulations. Donc il faut faire attention quand on joue de la musique baroque. Ça peut vraiment varier d'une partition à l'autre. Donc renseignez-vous, essayez de trouver le manuscrit pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. Donc qu'est-ce qui est facile dans ce concerto? C'est que ça répète beaucoup et que ça ne dépasse pas la 3e position. Donc il n'y a pas trop de démanchés à faire, comme dans les concertos qui suivront dans cette liste. Donc c'est un concerto plus accessible techniquement. Encore une fois, musicalement, vu qu'il n'y a pas grand-chose, c'est à nous d'avoir la responsabilité de se dire « je vais faire un crescendo, puis subito ». C'est ce qui est difficile. Par exemple... il faut diminuer d'un coup. Je ne sais pas si c'est de Vivaldi, peut-être pas, mais disons que même si c'est de quelqu'un d'autre, s'il n'y a rien indiqué, c'est à nous de se dire qu'est-ce que je peux faire. Parce que si on reste, c'est moins intéressant que si on fait une nuance subite. C'est pareil, il y a beaucoup de coups d'archer qui ne sont pas de lui. Et d'ailleurs, ce qui est très fréquent dans Vivaldi, c'est le changement de corde. Il aime bien les changements de cordes, Vivaldi. Donc c'est intéressant de changer, de ne pas rester en position, de rester en première position, et de ne pas hésiter à faire des cordes à vide. Ce qui nous conduit à la 2e pièce, en parlant des cordes à vide, qui commence avec une corde à vide. Le fameux concerto de Bruch. Et là, l'orchestre reprend le flambeau. Et ensuite... les accords. Ensuite, la mélodie revient. Donc là, à nouveau, on peut se reposer avant que les traits ne reviennent. Donc c'est quand même assez bien organisé au niveau énergie. Des fois, on est très intense, mais on commence plutôt doucement, puis on revient vers la douceur. Certains concertos, dont on va parler par la suite, sont beaucoup plus intenses tout le temps. Donc c'est ce qui les rend, c'est ce qui fait la différence entre un concerto plus accessible, avec malgré tout beaucoup de traits difficiles, comme ici, les chromatiques. Tous ces trucs-là, c'est assez, il faut le travailler, quoi. Et à la fin, c'est l'orchestre qui finit tout seul. Et nous qui rentrons dans ce mouvement sans coupure, comme dans le Mendelssohn. Et c'est vraiment sans interruption. Bon, la plupart des concertos, il y a une rupture, là il n'y en a pas. Et ensuite, même dans le 3e mouvement,
Il aime bien les accords. C'est aussi ce qui rend ce concerto assez délicat au niveau de la justesse. On va passer, en parlant de justesse, à notre troisième morceau, qui est le quatrième concerto de Mozart. Pourquoi le quatrième? Sachant qu'il y en a 5. Pourquoi pas? Parce que le cinquième est encore plus délicat. Le troisième est un peu moins difficile. J'ai l'impression que c'est un peu dans l'ordre comme ça. Mais de toute façon, Mozart, ça reste très exposé. Ce qui le rend difficile, c'est le côté classique. Donc, on est très à nu. C'est juste une arpège de Ré majeur. C'est surtout du rythme, il n'y a pas vraiment d'harmonie. Et ensuite, là on est tout seul. Là, tout ça, c'est vraiment très délicat parce que c'est facile de faire un phrasé qui n'est pas approprié. Contrairement au romantique où on peut être beaucoup plus dans le lâcher prise, là, on peut pas. Dans le précédent morceau, on peut beaucoup plus se laisser vraiment... Au niveau du vibrato, tout ça, on est plus libre, alors que là, il n'y a pas grand-chose. Donc si on veut que ce soit intéressant, c'est là qu'il faut vraiment se creuser la tête. Alors que dans les romantiques, Tchaïkovski, Brahms, Sibelius, on peut beaucoup plus laisser nos émotions prendre le dessus sur notre technique. Et en plus, c'est des morceaux très difficiles techniquement, on en parlera par la suite, mais même si on fait des petits accros par-ci, par-là, c'est pas ce qui restera. Alors qu'ici, dès qu'il y a un petit truc un petit peu décalé, tout le monde l'entend. Il n'y a plus que ça qui ressort. Donc c'est ce qui rend les classiques si difficiles. C'est pour ça que tous les concours d'orchestre et de solo et de quoi que ce soit demandent du Mozart et du Bach. Donc c'est un concerto assez difficile même par la suite ici. Ce qu'on appelle les trépots de banane. C'est facile de trébucher. Il y en a plein en fait de trépots de banane. Dans le troisième mouvement, c'est ce qui rend ce concerto difficile. Et en parlant d'être exposé au niveau harmonique, un autre concerto qui n'est pas classique, et on se sent très à nu également, c'est le concerto de Mendelssohn. C'est un romantique, mais comme on dit, c'est le plus classique des romantiques, parce que sa structure est romantique, donc on peut un peu plus se lâcher au niveau des émotions, mais la structure, la forme, est tellement pure, tellement carré, que c'est facile de s'égarer, et aussi on se sent très à nu. Par exemple, le début, il n'y a rien. Il y a juste ça, donc on est très nu. Par exemple, là, on pourrait être tenté de faire une harmonique. Mais c'est pas beau. On veut vibrer. Parce que sinon, le ré dièse, on va pas le vibrer non plus. Ça nous oblige à faire des extensions et les démancher. Donc voilà, rien que ce début, on se sent... Surtout qu'on commence tout de suite, donc on n'a même pas le temps de se mettre dedans. Quand certains concertos, on a plus de temps, comme dans le Bruch dont on parlait, on a plus de temps de rentrer dedans avec... On commence avec une corde à vide, donc ça va. Alors que là, tout de suite, en seconde position, et la quatrième. Les deux positions les moins aimées des violonistes. On préfère la première et la troisième. Et ensuite, celle-là. Donc c'est que des positions un petit peu délicates. C'est ce qui rend ce début si redoutable. Et en plus, on s'arrête pas tout de suite. Ça avance. Et ensuite, les octaves. Ça fait un peu penser au Beethoven, dont on parlera par la suite. Avec ses octaves. Et ensuite, après que l'orchestre ait fait son magnifique passage, si célèbre, comme il a repris le thème avec tout l'orchestre, c'est vraiment un très beau passage. C'est ça qui m'a donné envie de jouer ce concerto. C'est pas la partie du soliste, mais c'est la partie de l'orchestre. Et ben là, on reprend avec quelque chose de délicat. C'est pas... Ça, ce serait facile, mais... C'est sur l'accord de mi. Alors, on va pas faire tout le concerto, mais pour vous dire que c'est pas facile, mais ça reste quand même un concerto assez accessible par rapport aux concertos dont on parlera, Beethoven ou quoi, qui sont encore plus difficiles, tout en étant très exposés. Et en restant dans les romantiques, il y a un autre concerto qui, je sais pas s'il est plus difficile, moins difficile, disons que harmoniquement, il est moins limpide que le concerto de Mendelssohn. C'est le concerto de Glazunov, qui est tout aussi magnifique.
Ça commence de façon très romantique et comme le Mendelssohn, je crois qu'on commence. Les deux sont, ouais, quasiment dès le début. Le Mendelssohn, on commence à la deuxième mesure, là on commence à la première. Beaucoup de démanchés, hein. Je trouve plus facile à commencer que le Mendelssohn. Je sais pas, je me sens pas... C'est un peu sur des œufs, alors que... Je me sens plus à l'aise. Peut-être sur l'accord de sol, ça me paraît plus timbré, plus profond et moins exposé. Parce que là, c'est pareil. L'orchestre, il fait pas grand-chose, comme dans le Mendelssohn. Donc l'orchestre, il est plutôt dans le registre assez discret, et nous, ben, par-dessus. Donc je crois que je préfère commencer sur l'accord de sol, quand je suis un peu à nu, que commencer sur l'accord de mi, qui est encore plus éclairé et donc beaucoup plus exposé. Harmoniquement, par contre, ensuite, ça se complique. Harmoniquement, c'est pas toujours évident. Là, on a trouvé la tonalité. Mais avant, on se cherchait. C'est encore plus le cas dans le second mouvement. D'ailleurs, qui ne transitionne pas non plus. On passe dans le second mouvement sans même s'en rendre compte. Et on a 5 bémols. Tout sur l'accord de sol. C'est un peu haut, hein. On peut penser au troisième concerto de Saint-Saëns, on en parlera aussi. Donc voilà, c'est ce qui rend ce concerto délicat, c'est au niveau des altérations assez surprenantes. On a 5 bémols, on a 4 dièses, enfin on a un peu de tout en fait. On finit par ne plus savoir où on en est, harmoniquement. Et puis il aime bien, on n'est pas obligé de le faire, mais je pense que c'est quand même mieux d'aller dans les hauteurs plutôt que de changer de corde. Donc voilà, c'est tous ces petits défis, puis sans parler du final. Donc voilà, on va pas passer trop de temps sur chaque concerto. Mais c'est un super concerto. Et on parlait de Saint-Saëns, et ben justement, c'est le prochain de la liste, en parlant d'aller sur l'accord de sol pour le coup. C'est assez périlleux comme glissade. Donc voilà, c'est les défis de ce concerto, c'est que tout de suite on commence dès le début sans vraiment d'ouverture. Ensuite il y a beaucoup de traits assez délicats. Donc c'est ce qui rend ce concerto complexe. Ça tombe plutôt bien sous les doigts, mais bon, il faut le travailler quand même. Puis après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal d'interventions lentes, après tous ces traits, tous ces passages virtuoses, où on peut... On a quand même tous ces démanchés. Mais ça va. Non, c'est pas ça. C'est quand même facile musicalement, contrairement au Mozart dont on parlait. Musicalement, c'est quand même assez facile de faire quelque chose d'intéressant. Après, ce qu'il faut, c'est jouer les notes. C'est haut, hein? C'est l'orchestre qui compte. Ça continue. Heureusement, c'est pas nous qui continuons. Et on revient à notre thème. À nouveau, on peut se reposer. Donc il y a beaucoup de choses riches. C'est ce que je disais quand je disais qu'il était assez explicite musicalement. Il y a beaucoup de choses qui sont assez évidentes. Qu'est-ce que voulait Saint-Saëns? Donc c'est ça qui nous aide en tant qu'interprète. Donc voilà, il y a beaucoup de traits difficiles. Donc c'est ce qui rend cette pièce intéressante à bosser. Donc si on aime bien travailler les arpèges, c'est rempli d'arpèges. Donc voilà, pas besoin de faire des gammes et des arpèges. Il suffit de jouer ce magnifique répertoire. Ce qui nous conduit à un autre magnifique répertoire rempli de défis techniques. C'est le fameux concerto de Sibelius, qui était violoniste, contrairement à Saint-Saëns, qui était pianiste.
Donc Sibelius qui a écrit un seul concerto pour violon, malheureusement, j'en aurais bien aimé en avoir plus. Le début est vraiment très féerique. À nouveau, on est vraiment tout seul. Ce qui est dur, c'est de savoir quand est-ce qu'on part. Donc il ne faut pas se tromper, on arrive à deuxième moitié de la quatrième mesure. Et on flotte sur l'orchestre. Donc rien de difficile. À part qu'on est très à nu et qu'on veut une phrase extrêmement continue. Là, il y a la clarinette. Il faut toujours entendre ce que font les autres. Donc voilà, rien de difficile techniquement par rapport à ce qui nous arrive par la suite, évidemment. Toujours pareil, je mets par rapport à ceux qui jouent ce concerto. Si vous débutez le violon depuis 2 mois, évidemment, même ce début vous semblera très difficile. Mais si vous avez quelques années d'expérience, c'est pas si difficile. Ça commence doucement. Il savait qu'il était violoniste et qu'il allait jouer son concerto. C'est un peu comme les concertos de Rachmaninoff au piano. Il était pianiste, donc les débuts de ses concertos sont assez faciles, puis ensuite ça se complexifie une fois qu'il est rentré dedans. Et je pense que c'est un peu la même idée avec ce concerto. Et ensuite ça devient plus difficile à mesure qu'on avance. Mais une fois qu'on l'a travaillé, bien travaillé, il tombe bien sous les doigts. En parlant d'arpège, prendre des libertés rythmiquement. L'orchestre fait ça quand même. Il y a beaucoup de traits à nouveau, mais ça tombe plutôt bien sous les doigts. Donc ça fait peur quand on voit la partition, et c'est vrai que c'est loin d'être facile. Et il se passe plein de choses au niveau de la main gauche, et pourtant on veut maintenir une pulsation. Après il y a le troisième mouvement. Donc au niveau de la répartition d'archet, c'est pas évident. On va pas rester à la pointe parce que sinon on peut pas refaire le ré suivant. Tout l'archet. Là on peut pas alors. Ce qui nous conduit tout ça au concerto numéro 7 de la liste, qui est le fameux concerto de Tchaïkovski, que tout le monde connaît. Donc là, contrairement au précédent qu'on vient de voir, on commence pas tout de suite. On a une longue introduction de l'orchestre, enfin longue, qui dure quelques temps, elle dure 22 mesures. Donc c'est pas non plus le concerto de Beethoven, qui dure plus d'une page. Mais on a le temps de se mettre un peu dedans. Même certains solistes s'amusent à jouer avec l'orchestre pour se mettre... juste pour se mettre dedans, avant de... Donc ce début est quand même relativement facile. Par rapport au reste de ce qui nous attend, ce début est facile. On commence doucement. Tchaïkovski était pianiste à nouveau, mais il avait de la compassion pour les violonistes. Ensuite, ça devient un peu plus difficile, mais pas trop. Il suffit de travailler. Ensuite, ce qui est intéressant à nouveau, c'est qu'on peut vraiment, une fois qu'on a travaillé nos notes quand même, se laisser aller. Parce que c'est romantique, c'est pur romantisme. Comme c'est romantique, on peut plus faire des rubato. Et des glissades audibles. Pas non plus être trop romantique.
C'est vraiment beaucoup plus lâcher prise. C'est ce que j'aime, c'est ce que tout le monde aime d'ailleurs chez les romantiques. Alors que si on joue du Beethoven ou du Mozart ou quoi, on peut pas se permettre de faire des petites glissades par-ci par-là ou des roues-bateaux. C'est beaucoup plus carré, on est beaucoup plus dans un carcan. Là, il y a tellement d'interprétations magnifiques et diverses qu'on peut se dire que tout est possible avec ce genre de concerto très romantique. Il y a beaucoup plus de liberté possible. En parlant des romantiques, ça nous conduit à notre prochain concerto, qui est le Brahms. Et c'est encore plus, l'introduction est encore plus longue pour l'orchestre. Là, on commence au bout de 90 mesures, quand même. Donc là, après 90 mesures où on ne joue pas, encore une fois, on peut jouer avec l'orchestre si on a envie, on arrive tout de suite sur un début qui est très difficile, au niveau harmonique et au niveau rythmique. Et ensuite, ça c'est pas facile. Voilà, c'est difficile, très difficile. Et ensuite, ça n'arrête pas. Il y a tous ces arpèges pendant toute la page, avant d'arriver enfin. Le calme après la tempête. Donc voilà, après ça devient un peu plus facile. Et ensuite on repart avec tous nos traits. Et à nouveau, ça se ponctue. Donc c'est ça qui est bien dans ce concerto, qui est... On a ces petits moments où on peut un peu plus se reposer. Voilà, après c'est plein de subtilité. Il faut vraiment le travailler pour bien jouer celui-là. Et c'est surtout très long, contrairement aux autres qui sont plus courts. Rien que le premier mouvement, il dure, je sais pas, 20 minutes ou quoi. Ensuite, le second mouvement, à nouveau, il vaut mieux aimer les démancher. C'est très beau harmoniquement. Et le final, ça me rappelle beaucoup le Bruch, le final. Ici, comme dans le Bruch, ici dans le final, on commence avec des... avec des tierces, c'est assez similaire à ce niveau-là. Ce qui nous conduit à notre dernier concerto de la liste, le fameux concerto de Beethoven. Pareil, avec une très longue introduction, 90 mesures, comme le Brahms, mais comme c'est un tempo plus lent, enfin, disons c'est à peu près la même longueur, plus de 3 minutes. Donc c'est très long, et d'un coup on commence avec les arpèges. Donc très à nu ici. Tout ça c'est très délicat pour la justesse. Toujours cette timbale qui vient depuis le début, avant même qu'on commence à jouer. À nouveau, rempli d'arpèges, hein. Pas besoin de travailler des gammes et des arpèges. Tout est dans ces concertos, Mozart, Beethoven, Brahms. Pom, pom, pom. Ça c'est hyper délicat, parce que rythmiquement, faut pas que ça bouge. On peut pas faire des ralentis parce qu'on démanche ou quoi. Donc ce concerto est difficile parce que on est vraiment à nu et en plus c'est romantique.
Donc il y a des belles longues phrases qui sont quand même plutôt très longues. Le tout début que je vous ai joué, c'est très long. Ça fait combien de mesures? Une vingtaine de mesures. Donc c'est quand même très long. Donc il faut le tenir jusqu'au bout sans perdre le souffle. C'est que des arpèges et des gammes, donc on se sent très à nu. C'est vraiment que des traits, et c'est un super concerto à bosser pour toutes ces choses-là. Et contrairement aux autres comme Brahms, Tchaïkovski, Sibelius, c'est beaucoup plus subtil. Niveau musical, comme on disait, on ne peut pas se permettre de ralentir, on ne peut pas se permettre de faire des démanchés audibles, on ne peut pas se permettre beaucoup de choses, sauf si c'est vraiment volontaire, mais c'est assez... On n'est plus dans un carcan. C'est qu'une gamme, hein. On n'a pas beaucoup de choix. Et ensuite, c'est des octaves. Donc c'est vraiment que des gammes et des arpèges. C'est ce qui rend ce concerto si délicat. Pareil dans le second mouvement. On commence avec une arpège en ré majeur. Il aime bien les trilles. On peut démancher, on peut rester, mais en tout cas, faut pas que ça s'entende. On joue pas, et ensuite... Donc même si on joue pas, faut connecter tout ça. Ces petits silences sont assez délicats parce qu'on ne joue pas. Il faut trouver la note. Voilà, c'est la fin de cette liste, mais il y a beaucoup d'autres concertos célèbres dont je n'ai pas eu le temps de parler dans cette liste. Car oui, j'aurais pu parler du concerto de Bach, le concerto de Dvorak, de Shostakovich, Prokofiev, Paganini, Wieniawski. Bref, la liste est longue et ça fera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces concertos vous aimeriez que je présente. Et si vous aimeriez recevoir mes conseils gratuits chaque mercredi et en bonus avoir 3 outils puissants pour progresser plus vite sans y passer forcément des heures chaque jour, cliquez le lien ici. À bientôt.